Bonjour à tous, bienvenue dans le grand test du Leica Deluxe 8. Si vous ne connaissez pas cet appareil photo, je vous conseille ma vidéo d'unboxing, de déballage. Alors je suis navré, plusieurs fois dans cette dernière vidéo, je dis 28 mm au lieu de 24. L'habitude de parler du Leica Q3. Donc le Leica Deluxe 8 fait suite au Leica Deluxe 7. Il en a gardé toutes les caractéristiques et la technologie, ce qui fait d'ailleurs débat. Mais il a été entièrement renouvelé d'un point de vue design et ergonomie, en reprenant celui de la série Q au point d'être souvent nommé le Mini Q3. Sa compacité, c'est un appareil photo compact avec un zoom 24-75, un 7-2.8, c'est-à-dire lumineux, le tout dans un volume réellement restreint. C'est aussi pour cela que j'approuve le choix de Leica d'avoir gardé le capteur micro 4/3 et de ne pas être passé à l'APS-C, ce qui aurait rendu le boîtier bien plus volumineux. On est vraiment dans la tradition de Leica et l'esprit d'Oscar Barnack, voulant réduire le poids et la taille des appareils photo. Son ergonomie et la simplicité des menus. Une vraie fracture avec le Leica Deluxe 7 ou le LX100 de Panasonic, dont le principal reproche était sa complexité d'utilisation. De plus, pour moi, qui ai un Leica Q3, je peux configurer mes deux boîtiers de façon identique. C'est très pratique et surtout très efficace. Les 4 touches personnalisables, identiques à celles du Q3. Sa prise USB-C, alors ça paraît un détail, mais c'est un chargeur en moins dans les valises. C'est RAW DNG, enfin des RAW DNG et non propriétaire de chez Panasonic. Son viseur électronique et son écran sont très agréables. Il y a aussi la possibilité de régler ce viseur à votre vue, comme sur le Leica Q3, mais un peu plus facile. Il n'y a pas d'écran orientable. Et vraiment, c'est un frein réel à son utilisation dans plusieurs domaines, et c'est ce qui le rend moins polyvalent, à mes yeux, que le Leica Q3. Pas de Leica Look. Quel dommage si l'on veut en faire un compagnon de son Q3 ou de son iPhone avec l'application Luxe. C'est réellement incompréhensible. Une fois de plus, l'impossibilité de mettre un déclencheur souple. Ce système, ce pas de vis, ne fonctionne pas avec les déclencheurs souples. Il est uniquement fait pour mettre un petit bouton, comme ici, de déclenchement. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a la possibilité d'enregistrer des profils utilisateurs, mais pas de menu favori. Ou alors je ne l'ai pas trouvé, pourtant j'ai cherché partout. Autre point, le zoom pour moi est un peu lent. Il est impossible de programmer des valeurs de focale directes, par exemple 28, 35, 50 et 75. Alors qu'est-ce que ça change? Si par exemple on veut faire toute une série de photos à 35 ou 50, voilà, ou 75, on est obligé d'aller chercher la valeur exacte et ça prend beaucoup de temps. Alors comme bien souvent chez Leica, je trouve qu'il est un peu lent à l'allumage et à l'éteinte. Autre manque, c'est la fonction de correction de perspective. C'est dommage vraiment pour un appareil grand public. Alors, ce que je trouve dommage réellement, c'est qu'il n'y a pas de mémoire interne, par exemple de 64 Go. On en est toujours à devoir avoir des petites cartes SD. Et en 2024, ça devrait être sur tous les boîtiers d'avoir une petite mémoire interne. Ce bouchon qui se balade tout le temps, alors certes, il existe un bouchon Caplanx Deluxe à 80 €, mais je pense que au prix de ce bijou, il devrait être fourni avec. Alors, nous allons passer aux questions les plus fréquentes sur Internet.
Alors, si l'on considère uniquement les caractéristiques techniques, je dis oui. C'est le cas apparemment. Même capteur et même optique et même fonction. Alors, je n'ai jamais eu le Lumix, mais j'ai eu le Deluxe 7. Et oui, les résultats sont identiques. En tous les cas, je n'ai pas vu de différence notable. Les grandes différences sont l'apparition du RAW DNG, une prise USB-C, une ergonomie complètement différente, bien plus agréable à mon goût, et aussi des menus très simplifiés. Je dis apparemment, car comme je l'ai dit dans ma première vidéo, on ne saura certainement jamais si Leica a apporté des évolutions software, évolution des rendus, une évolution du programme interne, etc. Et pour les polémiques, oui, cet appareil est une collaboration avec Panasonic. C'est d'ailleurs toute l'histoire, pratiquement, de Leica. De nombreuses alliances avec des fabricants quand eux apportent une expertise sur l'optique. Bien malin celui qui peut dire si ce sont les mêmes lentilles, les mêmes programmations qu'un Panasonic LX100 Mark II. Ils peuvent être fabriqués dans la même usine avec des cahiers des charges très différents. Des tests qualité, par exemple, plus réguliers, etc. Donc, quand on ne sait pas, moi, je pense qu'on ne se prononce pas. Ce qui est mon cas. C'est d'ailleurs impressionnant ces polémiques centrées sur Leica quand toutes les marques font appel à des entreprises diverses pour leurs appareils, dont le cœur même de l'image, les capteurs. Alors, je ne défends pas Leica, je dis juste que tout le monde y va de ces affirmations, mais que rares sont ceux qui savent réellement ce qu'il se passe derrière les portes de ces usines. Si votre choix est guidé uniquement par le rendu des photos, à mon avis, passez votre chemin. Si votre choix est guidé par une simplification de l'utilisation du produit, alors oui, n'hésitez pas. Comme vous le verrez dans cette vidéo, c'est un vrai plaisir que de faire de la photographie avec. Tout se jouera sur les différences que je viens d'énoncer. Le RAW DNG, l'USB-C, l'ergonomie et bien entendu la très grosse différence de tarif. Mais dans tous les cas, les photos seront les mêmes. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas au bureau pour répondre à cette question sur la poussière du Leica Deluxe 8 parce que j'avais déjà fait une réponse et en fait, Leica m'a contacté entre-temps. Donc, effectivement, il y a eu des soucis apparemment sur le Leica Deluxe 7 et sur le Lumix LX100. C'est ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. De là à dire si c'est réellement un problème de conception de l'appareil ou réellement un problème récurrent sur l'appareil, c'est difficile à dire parce que on n'a que quelques messages sur les réseaux sociaux ou sur les forums, ce qui n'est peut-être pas représentatif de la réalité du nombre de cas. Peut-être qu'il y a eu que très peu de cas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut toujours se méfier de ce que l'on peut trouver sur Internet dans le sens où il n'y a que des gens qui ont eu des soucis qui témoignent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et du coup, les gens pour qui il n'y a eu aucun problème ne se manifestent jamais. Voilà. En tous les cas, j'ai posé la question à Leica qui m'a répondu par mail en disant que le boîtier Deluxe 8 n'est pas tropicalisé. Voilà. Donc, on en déduit ce qu'on peut, ce qu'on veut. À titre personnel, si un jour j'ai un souci, je vous le dirai, mais que les quelques messages que l'on a, que l'on peut trouver sur Internet, ne soient pas un frein à l'achat de cet appareil photo, d'autant plus que vous avez une garantie. Voilà. Petit truc, régulièrement, quand vous faites des photos, tous les 2-3 mois, vous passez en priorité diaphragme, vous mettez soit sur un ciel bleu, soit sur quelque chose d'uni, blanc, gris, et là vous diaphragmez à 16, vous faites une photo, vous regardez directement sur votre ordinateur, vous mettez à 100% et vous regardez si vous n'avez pas de poussière. Si vous avez une poussière, eh ben vous le ramenez chez Leica, de toute façon il sera garanti, voilà, et vous aurez un changement ou un nettoyage de cet appareil photo. Voilà, nous allons revenir au bureau pour continuer cette vidéo, ce grand test du Leica Deluxe 8. À tout de suite.
Alors oui, et un grand oui. Mais la grande force de Leica est de trouver des concepts de niche avec très peu de concurrence. Aujourd'hui, le Deluxe 8 est le seul de sa catégorie. Vous trouverez mieux, mais soit plus gros, soit avec des focales fixes, ou alors avec objectifs moins lumineux, etc., etc., etc. On ne peut pas comparer, par exemple, ce compact à un Olympus à objectif interchangeable. Donc, j'estime que, à part si on parle du Panasonic LX100, les débats sont clos de fait. Impossible de comparer ce qui n'est pas comparable. Non, je ne pense pas. Ce capteur est réellement très bon. Il accuse quelques années, certes, mais reste très performant. Il est un peu moins défini qu'un APS-C. Il bruite un peu plus rapidement dans les hautes sensibilités, mais cela commence à être visible qu'à partir de 1600 ISO et seulement si on grossit les photos à 100% sur un écran. De plus, ce capteur reste bien meilleur que ceux des téléphones portables et même que celui équipant par exemple les compacts RX100 qui font 1 pouce. L'augmentation de taille de capteur aurait réellement changé toute la morphologie de cet appareil et nous nous serions retrouvés avec un bridge assez encombrant. Quant à la montée en pixels, pourquoi faire? Il y a un zoom optique, donc aucune nécessité d'augmenter le nombre de pixels. Une augmentation du nombre de pixels, ça entraînerait une augmentation du nombre de photosites et donc une réduction de leur taille et une montée en bruit très rapide, à mon avis des 800 ISO pratiquement. Je n'y trouve aucun intérêt. Et sincèrement, je ne dis pas ça pour faire plaisir à la marque. J'ai déboursé le prix fort pour l'avoir à la maison. Ce n'est pas un prêt de Leica pour une vidéo. Alors, il ne faut pas oublier quelle clientèle cible ce compact. Des gens qui ne veulent pas s'embêter avec le poids et l'encombrement d'un réflexe ou un hybride avec ses objectifs, qui veulent aller au-delà des résultats des téléphones portables et qui aiment faire de la photo. C'est un entrée de gamme. Alors, ce qui veut dire chez Leica un compact quand même avec des fonctions expertes, mais ce n'est pas un appareil pour professionnels ou techniciens de l'image. En conclusion, pour répondre à des remarques que j'ai eues sur YouTube, non, Leica ne s'est pas planté sur la sortie de ce boîtier à mon avis. Bien au contraire, et vous verrez que les ventes leur donneront raison. Et non, il ne faut pas être bête pour acheter un appareil 2 fois plus cher, LX100 versus Leica Deluxe 8. Chaque personne qui fait le choix du Leica le fait en toute connaissance de cause et a ses raisons propres. Ergonomie, plaisir d'utilisation, fabrication soignée et robuste, accès à une marque célèbre, à une partie de l'histoire de la photographie, au mythe, et il n'y a aucun mal à cela. Bien au contraire. Il faut savoir, à mon avis, vraiment se faire plaisir, accomplir ses rêves, et comme je le dis souvent, je suis persuadé que les beaux objets peuvent transcender les utilisateurs et les rendre meilleurs dans leur passion, en leur apportant beaucoup de satisfaction et de plaisir. Maintenant, passons au test. Alors, c'est un zoom optique 24-75, équivalence 24-36. À 24 mm, l'ouverture maximale est de 1,7 et à 75, f2.8, ce que l'on appelle un diaphragme glissant et non fixe. C'est une optique très lumineuse qui va combler le petit handicap du capteur 4/3, un peu moins lumineux qu'un capteur APS-C ou qu'un capteur 24-36. Cette optique est bien plus qualitative que celle d'un smartphone. En revanche, comme tout zoom, elle reste légèrement en retrait par rapport à une focale fixe. Voici la différence à 28 mm, f5.6 à 100% avec le Ricoh GR3. Avant de passer au test de l'optique, voici des exemples de focales pour ceux qui ne connaissent pas. 24, 28 comme le Leica Q3, 35, 50 et 75. Je vous présente une photo réalisée avec un agrandissement par l'IA, avec Lightroom, l'intelligence artificielle,
ce qui correspond à un zoom numérique et non optique de 150 mm. Comme l'optique de base est qualitative, ce traitement peut être réalisé et véritablement dépanné. Alors, les tests sur mire et dans des contextes réels indiquent clairement que cette optique donne sa qualité optimum à f4 et f5.6. On ressent de la diffraction dès f8, même si cela reste utilisable, à mon avis, jusqu'à f11. Car personne ne regarde ces photos à 100% et qu'une augmentation de netteté ou du contraste par logiciel comblera ce défaut. En revanche, entre f1.7 et f2.8, l'optique manque réellement de piqué. Rien de surprenant pour ce type de zoom et même par rapport au compact de la concurrence. Mais sachez qu'en dessous de f2.8, il ne faudra pas regarder les bords, ni même vouloir trop agrandir ou recadrer. Pour du portrait ou du reportage, aucun souci. En revanche, pour des paysages où vous souhaiterez faire des agrandissements, je vous conseille de ne pas descendre en dessous de f5.6. Et si la lumière est faible, d'avoir un trépied, mais de garder cette valeur de 5.6. En revanche, les aberrations chromatiques sont minimes, voire inexistantes. Le logiciel interne fait son travail de rattrapage et le vignettage est absent. On sent la correction très poussée de l'optique par logiciel. J'ai réalisé ces tests sous Lightroom et non sur DxO. Voir des résultats sans correction de cette optique, je pense, n'apportera rien. Je trouve que ça peut être intéressant sur des appareils haut de gamme, très chers, où les acheteurs vont exiger une précision extrême. Mais dans ce type d'appareil photo, seuls les résultats comptent à mon avis. Je pense même que peu de personnes se serviront d'Aero et donc c'est pour cela que je peste sincèrement qu'il n'y ait pas les Leica Look. C'est un boîtier grand public, il devrait y avoir les Leica Look. Vous avez, pardon, je me trompe de boîtier, vous avez en fait une touche ici pour mettre la macrophotographie. La macrophotographie, elle est de 3 cm au 24 mm et de 30 cm au 75 mm. Là, au 24, je peux me rapprocher à 3 cm, tandis qu'au 75, il faudra que je sois à 30 cm de l'objet. Attention, quand vous êtes au 75 mm, la profondeur de champ, même à 5, 6, 8, 11, elle est très fine. Je me suis amusé à photographier des fleurs, etc. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être au 24 mm et se rapprocher que d'être au 75 mm et finalement d'être à 30 cm pour la profondeur de champ. Parfois, on ne peut pas se rapprocher pour des petits insectes, etc. Ça veut dire que vous devrez viser juste et surtout fermer le plus possible le diaphragme, même si au-delà de f8, on retrouve de la diffraction. Les plus avertis d'entre vous trouveront que le capteur bruite assez vite. C'est vrai sans l'être. Si l'on remet cet achat dans son contexte marketing, ce n'est pas un appareil photo de professionnel ou d'expert. Pour cela, il y a les gammes supérieures. Jamais les utilisateurs, à mon avis, de Deluxe 8 n'iront agrandir leurs images à 100% à l'écran pour déceler quelques petits défauts, malmener les courbes de réglage ou même faire de la post-production poussée. Les clients de Deluxe recherchent la compacité, la simplicité, le plaisir de la photo autre que sur un smartphone en ayant une qualité supérieure. Jamais ils ne voudront réaliser des agrandissements géants et la plupart des photos finiront en album, en visualisation sur l'ordinateur, la télé et pour des tirages jusqu'au 20-30, peut-être A3, mais cela suffira largement. Une montée en bruit jusqu'à 3200 ISO bien corrigée, ce qui est le cas,
leur suffira amplement dans leur sujet de photographie. Voyages, vacances, famille, etc. Et c'est aussi pour cette raison que la marque, à mon avis, n'a pas augmenté le nombre de pixels. Comme nous le voyons sur ces images, le bruit de sensibilité se fait ressentir à partir de 1600 ISO. 3200 ISO, à mon avis, est la limite acceptable. Et 6400 ISO pour dépannage. Bien entendu, si vous utilisez un logiciel de développement RAW, avec ou sans IA, vous repousserez les limites de 6400 ISO. Je vous rappelle de plus que le bruit visible à l'écran disparaît grandement au tirage papier. La masterclass de l'acte photographique et de la sémiologie de l'image est sortie et disponible. Je vous mets le lien en description. Que vous soyez amateur, professionnel ou étudiant en photo ou en communication, cette formation est essentielle pour vous. Elle va vous permettre de mieux photographier et si vous êtes professionnel, de vendre plus. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas une star de la photographie, je ne suis pas connu du grand public et pourtant j'ai travaillé et je travaille pour des entreprises prestigieuses qui me confient leur image. Pourquoi? Parce que mes images plaisent. Les gens les comprennent et donc les adoptent et les achètent. Mon truc, simplement parce que j'ai une bonne maîtrise de la sémiologie de l'image et de l'acte photographique. Je ne suis vraiment pas meilleur que les autres, mais j'ai compris comment on écrivait une image. C'est ce que je me propose de vous transmettre sans rétention dans cette masterclass. L'autofocus. J'ai été surpris par la vélocité de l'autofocus. Je m'attendais vraiment à moins bien. Il surclasse largement celui du Ricoh GR3, par exemple, et se rapproche de celui du Q3, même s'il y a une différence quand même. J'ai beaucoup aimé la reprise des possibilités autofocus du Leica Q3. En revanche, le système de détection des visages et des yeux est un peu moins efficace. J'ai fait des tests de suivi sur des canoës-kayak, aucun problème. Mais bon, ce ne sont pas des Formule 1 non plus, hein. Alors, sur des chiens, des tout petits chiens, sur des chiens du voisin, cela n'a pas fonctionné quand il courait. Le suivi n'a pas fonctionné. Mais en revanche, l'AF continue et est très efficace dans tous les cas. Alors, l'ergonomie, on ne va pas se cacher, c'est à mi-chemin entre un Q2 et un Q3. Dans ma première vidéo, je dis qu'il hérite de ce côté un peu savonnette, sans accessoires, mais à l'utilisation, je me suis aperçu qu'il est plus rugueux que le Q3 et tient finalement un peu mieux en main. Les menus sont d'une simplicité extrême et les mêmes qu'un Q3. J'en parle juste au chapitre suivant. L'ergonomie des molettes, des boutons, du diaphragme, du changement de format d'image en font sincèrement un outil idéal. En plusieurs jours d'utilisation, je n'ai pas eu une seule fois à retourner dans les menus avec les touches de fonction bien programmées. Même la mise au point manuelle est agréable. L'obturateur mécanique montant au 1/4 millième de seconde, j'aurais aimé retrouver un barillet de vitesse allant jusqu'au 1/4 millième de seconde, comme sur le Deluxe 7. Voilà, et là on est au 1/2 millième. Cela induit des personnes en erreur sur la capacité de cet obturateur. J'ai eu des messages sur internet en me disant oui, non, il s'arrête pas à 1/4 millième, il s'arrête à 1/2 millième, c'est bien marqué sur le barillet. Non, il est à 1/4 millième, mais c'est pas noté. On se rend compte que finalement c'est sûrement dû à une économie d'échelle parce que c'est le même barillet que sur le Q3. Alors c'est du détail, mais à ce prix-là, et pour une grande marque comme Leica, c'est important. L'autonomie, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai bien testé en vacances, car là je teste toutes les fonctions et j'use la batterie assez vite. Mais si c'est comme le Leica Deluxe 7, je faisais en gros 280 à 300 photos. Voilà. Mais je ne me prononce pas sur ce nombre de photos. Tout d'abord, les deux boîtiers se ressemblent, mais ne sont pas du tout identiques en termes de spécificité, mais également de résultats.
un capteur 4 tiers, un capteur 24-36, un compact à optique fixe et zoom numérique versus un compact à optique variable, zoom optique. Le Leica Deluxe 8, technologie de 2018, et le Leica Q3, une technologie de 2023. 1 590 € et 6 250 €. Alors, le Leica Q3, c'est un 28 mm et le Leica Deluxe 8, c'est un 24 mm. En termes de bruit ISO, le bruit numérique, sans correction IA, intelligence artificielle, le bruit à 3200 ISO sur le Deluxe 8 correspond à un bruit de 12 500 ISO sur le Q3, c'est-à-dire 2 stops. Le Q3 est réellement plus lumineux. Voici la différence entre la focale de 75 mm sur le Deluxe 8 et le zoom optique recadrage du Leica Q3. À part la perspective, la profondeur de champ, en termes de qualité, on observe la supériorité de l'optique du Leica Q3. Mais pas 4 fois comme son prix. Il n'y a pas de contrôle de perspective sur le Deluxe 8 pour un appareil grand public, je ne comprends pas. Mais peut-être que c'était impossible en gardant la technologie du Deluxe 7. Pas de possibilité comme sur le Q3 avec le Deluxe 8 de paramétrage ISO auto avec le flash. Pas de menu favori comme on le disait avec le Deluxe 8. 3 profils utilisateurs au lieu de 6. Je trouve que c'est un petit peu dommage, ils auraient pu en mettre 6 quand même pour le Deluxe 8. Je pense que très honnêtement, le Leica Q3 est un peu spécifique pour la clientèle du Deluxe 8. En revanche, le Deluxe 8 peut être intéressant pour la clientèle du Leica Q3. S'ils veulent un petit boîtier de poche, même quand ils vont chercher le pain, ce qui est mon cas. Le Leica Q3, il lui faut un petit sac pour l'emmener, pas le Deluxe 8. De plus, on peut programmer les touches de fonction de la même manière sur les deux boîtiers et ainsi jongler de l'un à l'autre de façon très simple sans avoir à réfléchir. Alors, ça peut paraître un détail, mais sincèrement, c'est énorme. Et même les menus sont identiques. Bien entendu, le Leica Q3 a son écran orientable, pas le Deluxe 8. Alors, smartphone ou Leica Deluxe 8? Cela avait été ma première question quand j'avais vu l'annonce arriver. Je ne pense pas qu'une personne étant pleinement habituée et satisfaite de son smartphone passera au Leica Deluxe 8. En revanche, les amoureux de la photo, les frustrés comme moi qui n'ont pas l'impression de faire de la photo quand ils sont au smartphone, trancheront rapidement envers le Deluxe 8. Ainsi que ceux qui veulent une qualité supérieure, un vrai zoom et réaliser quelques agrandissements de qualité. Conclusion. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu les spécificités sur Internet, ce n'est pas un appareil qui retenait mon attention. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas ce que j'aurais de plus qu'avec mon M et mon Q3. Un compact avec un capteur 4 tiers n'est pas ce que je recherche et l'idée d'un Deluxe 7 rebadgé ne m'enchantait guère. Et puis en boutique, il faut reconnaître qu'il m'a séduit. Sa simplicité d'utilisation, même si je connaissais le Leica Q3, son ergonomie, sa construction, il est massif, on sent qu'il est costaud, on sent que c'est de la qualité allemande, Deutsche Qualität, je crois qu'on dit ça. Et effectivement, tout ça m'a fait craquer. En l'essayant et en le testant, j'en suis venu à me dire que les choix faits par Leica n'étaient pas vraiment idiots. Pour garder cette compacité, impossible de passer sur un capteur APS-C. Une montée en pixels aurait dégradé, comme je le disais, l'image. Et le 4 tiers n'a pas connu réellement d'innovation depuis ces dernières années. C'était à mon avis soit arrêter la gamme des compacts, soit la faire évoluer par une nouvelle ergonomie en gardant la même technologie. Et ce n'est pas parce que la technologie est ancienne qu'elle est devenue mauvaise et que les photos seront loupées. Alors après, ce qui peut faire grincer des dents, c'est le prix. Mais n'oublions pas que nous sommes chez Leica et que rien que le fait de cette évolution ergonomique
a dû coûter quelques sous. Si vous souhaitez acquérir un appareil photo polyvalent avec un petit zoom lumineux pour des usages familiaux, de voyage, et que vous voulez être au-dessus de la qualité d'un smartphone et que vous voulez vous faire plaisir avec quelques agrandissements de temps en temps, cet appareil est fait pour vous. De même, si vous voulez vous payer votre premier appareil photo avec le logo de la firme. En revanche, si vous êtes un expert ou un professionnel et s'il vous faut un appareil photo d'une polyvalence incroyable, je vous conseille le Q3 chez les compacts ou bien entendu un SL3, mais pas un Deluxe 8. En effet, vous allez vouloir farfouiller dans les images, triturer les courbes, etc. Cet appareil n'est pas fait pour ça. Je pense que 80%, et c'est vraiment un minimum, des gens qui vont s'en serviront en JPEG. On est vraiment sur un appareil qui peut convenir au plus grand nombre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais attendre de vraiment m'en servir en vacances, quotidiennement, pour réaliser la masterclass du Deluxe 8 qui sera disponible en septembre. Allez, milieu septembre. Allez, à très vite, prenez soin de vous, sortez faire des photos.